pour avoir la paix, le palestinisme, cette idéologie doit disparaître et être remplacée par l'acceptance par les Arabes du zionisme. Je sais, c'est une vision très loin, mais c'est important d'avoir cette vision. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Einat Wilf. Einat, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais vous présenter à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de vous entendre en français. Vous êtes ancienne députée travailliste, vous avez été députée à la Knesset entre 2010 et 2013. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez fait votre doctorat à Cambridge, et le français qui va nous aider à mieux converser, eh bien, vous l'avez appris à l'INSEAD à Fontainebleau, dans l'école, l'Institut européen d'administration, et c'est là que vous avez passé plusieurs années en France et qui vous a permis de mieux posséder ce français qui va nous être très utile pour mieux comprendre qui vous êtes, parce que je vous présente comme ancienne députée travailliste. Vous êtes aujourd'hui, sur le plan politique, on va dire, à la tête d'une formation qui est pour l'instant, on va dire, une formation plus idéologique que politique, qui s'appelle OSE, la force. Et on est en train de se préparer, bien entendu, aux élections, à 100 jours des élections. Et bien entendu, on va essayer de voir si effectivement vous allez rentrer dans l'arène politique de plein pied, ou si vous allez rester un petit peu en recul et continuer à évoquer vos idées. Et ces idées, vous les décrivez de manière très claire, très limpide, dans un ouvrage qui est publié en français ces jours-ci, qui a un titre, on va dire, très évocateur, qui s'appelle « La paix, pas maintenant ». Et à travers ça, on va essayer de converser autour de ce livre. Ce livre est déjà sorti en ivrite, en hébreu, mais il sort en français. Il a été traduit en français par Dorit Daliot. Je voudrais d'abord, j'ai lu l'introduction de ce livre, et dans ce livre, qui commence bien entendu par le 7 octobre et par le réveil très douloureux du 7 octobre, vous dites on s'est laissé bercer d'illusions dans de différents domaines. On a cru qu'on était riche sur le plan diplomatique, riche sur le plan de la société israélienne, du high-tech, de la start-up nation, de tout ce qui faisait, on va dire, le succès d'Israël avant le 7 octobre. Et on s'est réveillé douloureusement, et d'une certaine manière, on a eu le sentiment qu'on a été victime d'un escroc, comme vous parlez de Madoff. Alors, je ne sais pas si Binyamin Netanyahou, c'est l'escroc qui nous a endormis pendant ces dernières années. C'est votre intention de dire cela, ou on s'est laissé endormir nous-mêmes par la réalité, par la volonté surtout de remettre à plus tard ce qu'il aurait fallu faire le plus tôt possible, c'est-à-dire comprendre nos ennemis? C'est bien sûr lui aussi, mais c'est aussi nous voudrions croire que vraiment tout va bien. Nous voudrions croire que vraiment nos ennemis à Gaza, ils ne veulent rien que vraiment diriger Gaza pour eux-mêmes. Nous n'étions pas prêts d'écouter nos ennemis, parce qu'ils ont parlé très clairement. Ils ont dit qu'ils continuaient de vouloir, comme ils disent, libérer Palestine. Ça veut dire que les Juifs n'ont pas leur propre État. Et moi, vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'avant le 7 octobre, les Israéliens étaient uns contre les autres, étaient divisés. Mais moi, je dis au contraire, nous étions unifiés, tout le monde, par notre désir de croire que tout est calme et nous pouvons continuer vivre nos vies comme tout va bien, et que nos ennemis ils ne veulent nous attaquer. Et c'est ça, le mensonge. Mais bien sûr que aussi le Netanyahou, il a dit ça. C'est lui qui a dit que tout va bien. Il nous a dit que allez, go have fun, oui, allez, tevalou. Alors, c'était ensemble, il faut le dire.
Mais il y a tout de même des gens dans la société israélienne, même sur le plan politique, qui ont dit, qui depuis longtemps ont alerté, mais on ne les a peut-être pas entendus. C'est pas seulement les jeunes observatrices de Tsahal qui ont alerté le 7 octobre ou le 6 octobre de la présence de terroristes, mais depuis longtemps, dans l'aile droite de l'échiquier politique israélien, il y a des gens qui disaient il ne faut pas, par exemple, évacuer le Gush Katif, dans le sud de la bande de Gaza, comme ça s'est produit il y a 21 ans presque jour pour jour. Il faut maintenir cette présence parce que cette présence, elle garantit une plus de sécurité, on va dire, pour les autres habitants, ceux du pourtour de la bande de Gaza. Il y a des gens qui ont alerté. Ce sont des noms aujourd'hui qui sont aujourd'hui bannis dans la communauté internationale, mais des gens comme Bezalel Smotrich ou même Itamar Ben-Gvir avaient alerté en disant attention, il ne faut pas jouer à ça, il ne faut pas jouer à Oslo. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont essayé d'alerter, mais qui se sont laissés, on va dire, dont la voix a été étouffée par la majorité silencieuse, on va dire? C'est vrai, mais c'était il y a 30 ans, 15 ans. L'idée de politique, d'être chef que vous êtes maintenant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Parler, c'est qu'il fallait faire il y a 15 ans, 30 ans, ça va. Mais maintenant, ce que vous faites maintenant, et il y a 10 ans, 15 ans, après que nous n'étions pas à Gaza, c'était les gouvernements de droite qui ont donné des milliards de dollars par UNRWA, par Qatar, au Gazan. Et ils traitaient les Palestiniens comme des enfants, que vous pouvez leur donner l'argent et ils nous donnent la calme, la tranquillité. Et c'est ça que je parle après que nous étions hors de Gaza. Ce que vous faites, être chef et dire non, c'était 15 ans avant, mais maintenant, ce que vous faites, vous donnez des milliards de dollars aux gens. Si vous savez que ce sont des ennemis, pourquoi vous donnez des milliards de dollars à eux? C'est ça. Et moi, j'ai vu ça quand j'étais dans le Knesset. On m'a dit, oui, le droit les gens de droit ils disaient que ce sont les Palestiniens, ne veulent pas la paix, ils sont contre nous. OK, ça va. Vous êtes au gouvernement. Qu'est-ce que vous faites? Et moi, j'ai vu que c'était les gens qui disaient qu'ils savent que les Palestiniens sont nos ennemis. C'est eux qui ont donné des milliards de dollars et c'est eux aussi qui disaient qu'il n'y a rien à craindre parce que le Hamas, les Gazaouis, ils ne veulent pas nous attaquer. C'est vrai aussi, c'était pas seulement l'échelon politique, mais même l'armée, lorsque l'armée ou le Shin Bet recommande, dit au Premier ministre non, c'est pas utile d'éliminer Yihya Sinwar, ou si vous allez éliminer, comme ça c'était le cas par exemple pour Naftali Bennett lorsqu'il était Premier ministre, il a eu l'occasion de dire au chef d'état-major on peut éliminer Sinwar, et le chef d'état-major Kochavi a dit non, si tu veux éliminer Sinwar, tu iras toi-même après au Shiva des soldats qui sont tombés au combat dans cette opération. C'est-à-dire, l'armée aussi, elle était frileuse. Il y avait un contexte de frilosité par rapport au Hamas. On a voulu effectivement se préserver. Je voudrais vous poser la question, c'est-à-dire, vous, en tant que travailliste, que personne de la gauche idéologique, quand est-ce que ce réveil s'est produit? Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur l'UNRWA, sur l'activité de l'UNRWA. Est-ce que c'est à travers l'activité de l'UNRWA que vous avez compris d'une certaine manière que, on va dire, les Palestiniens étaient plus intéressés par la destruction de l'État d'Israël que par la construction d'un État? Pour moi, c'était il y a 20 ans, après l'échec des négociations à Camp David avec Barak. Bien sûr, j'ai soutenu Barak, j'ai soutenu les négociations. Après que j'ai vu que les Palestiniens, quand ils avaient vraiment une occasion d'avoir leur propre État, ils n'ont pas pris cette occasion et ils n'avaient pas de voix parmi les Palestiniens qui disaient non, c'est une opportunité, nous voudrions notre propre État. Et j'ai commencé à
j'ai commencé à poser Des des questions. questions très simples, ce que les Palestiniens veulent. Et je fais la recherche, puis c'était le livre maintenant, La guerre au retour. Et aussi, j'avais des rencontres avec des Palestiniens. Et j'ai compris qu'ils disaient que pour eux, c'est beaucoup plus important que les Juifs n'ont rien, pas leur propre État, de construire quelque chose pour eux. Et j'ai cherché des Palestiniens qui sont prêts de dire que leur vision de la paix, c'est de vivre après d'État juif. Et pendant 20 ans, j'ai trouvé que 4, 5 Palestiniens très courageux qui sont prêts de dire ça. Et alors c'était nécessaire de comprendre que c'est presque tous les Palestiniens, leur idéologie, je donnais le nom palestinisme à cette idéologie, ont l'idéologie que c'est beaucoup plus important de détruire l'État juif que de construire quelque chose pour eux. Alors, cette conclusion-là, à quoi elle vous amène aujourd'hui concrètement? C'est-à-dire, et après ce qui s'est passé le 7 octobre, quelle est la voie que vous empruntez aujourd'hui, peut-être à travers le mouvement que vous avez créé, OZ? Oui. Le premier principe de OZ dit qu'il faut avoir une vision de la paix, c'est important, mais pour avoir la paix, le palestinisme, cette idéologie, doit disparaître et être remplacée par l'acceptance par les Arabes du zionisme. Je sais, c'est une vision très loin, mais c'est important d'avoir cette vision pour faire des choses qui sont difficiles. Vous avez parlé de être contre Sinwar, mais moi je trouve que nous n'avons pas assez de méthodes pour démanteler, je dis qu'il faut démanteler le palestinisme. Il y a des organisations, l'argent, comme UNRWA, qui donnent l'oxygène, qui donnent la possibilité de palestinisme de continuer. Maintenant, Israël, elle dit rien, ce n'est pas important. Elle a tout de même fermé les bureaux de l'UNRWA. Hein. Le gouvernement Netanyahou a fermé les bureaux de l'UNRWA en Israël. Oui, mais c'était après que le Knesset était contre le gouvernement. Le gouvernement voulait continuer. Mais maintenant, UNRWA continue à Gaza, il continue dans le territoire. Alors, ça continue. Nous ne faisons rien diplomatiquement pour que l'argent. Nous continuons de donner l'argent au Hamas, au peuple de Gaza. Certainement pas de la même manière qu'avant. C'est-à-dire, il y a là aujourd'hui, sur le terrain, c'est très réel. C'est-à-dire, il y a 70% de la bande de Gaza qui est sous le contrôle de l'armée israélienne. Et même s'il y a beaucoup de camions d'aide humanitaire qui rentrent et qui peuvent renforcer le Hamas, on n'a pas le sentiment que l'UNRWA aujourd'hui elle est présente. Dites-moi si je me trompe. Est-ce qu'elle reste aussi présente? Et l'autre question que je voudrais vous poser, c'est vraiment, est-ce que ça suffit de combattre l'UNRWA pour essayer de modifier une perception des Palestiniens? Parce qu'on l'a dit, on l'a vu, tout le monde l'a vu pendant la guerre. Il n'y avait pas un juste palestinien à Sodome de la bande de Gaza. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui a par exemple indiqué où se trouvaient les otages, où auraient pu être sauvé. C'est-à-dire, ce qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu à Gaza. Donc, comment on modifie une perception, une idéologie aussi radicale que l'islamisme intégriste dans la population de la bande de Gaza? C'est pas une génération, c'est 10 générations peut-être pour y arriver. Même 10 générations, c'est important de commencer. Oui. Parce que moi, je trouve que quand les gens disent « Ah, il n'y a rien à faire », alors ce qu'ils font, c'est d'acheter la tranquillité et payer l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la vision. Non, pardon, Einat, ce qu'on fait aujourd'hui depuis le 7 octobre, et quelque part, même si Netanyahou il a commis l'erreur de s'endormir sur certains lauriers, aujourd'hui,
on est dans une disposition, l'armée a totalement changé, l'armée est dans une disposition offensive, la guerre, personne ne dit la guerre est terminée, tout le monde sait que la guerre, elle est là pour rester, et que donc, après, on est en train de rattraper le retard en combattant sans arrêt dans le nord avec le Hezbollah, dans le sud avec le Hamas, et c'est probablement ce qui nous est réservé pour les prochaines années. Vous êtes d'accord avec cela? Mais c'est l'armée. Vous voyez qu'encore une fois, l'idée de sécurité, c'est l'armée. Et moi, je dis qu'il faut comprendre que c'est l'idéologie. Et il faut être plutôt comme les Américains. Vous avez parlé de Deuxième Guerre mondiale. Il faut être comme les Américains au Japon pour changer l'idéologie. Alors, c'est être dans les écoles. Mais ça a changé très rapidement au Japon et en Allemagne. L'idéologie nazie ou l'idéologie fasciste ou totalitaire, elle a changé presque en même pas quelques années. Là, on a beaucoup de mal à imaginer que l'islam puisse disparaître de populations comme le Hezbollah, comme celle du Hezbollah au nord ou comme celle du Hamas au sud. Mais ce n'est pas seulement l'islam, c'est vraiment le palestinisme qui n'est pas que l'islam, c'est aussi avec d'autres idées, et il faut traiter ça. Moi, les gens qui disent qu'il n'y a rien à faire, moi je trouve que quand vous êtes dans cette tête qu'il n'y a rien à faire, je vois, nous avons en train d'acheter la tranquillité, même si l'armée est là. Et il faut être avec l'argent, avec la diplomatie, avec l'éducation. Maintenant, il y a beaucoup de pression sur Israël pour bâtir au Gaza, dans le place où l'armée israélienne, pas le Hamas, où l'armée israélienne est, de bâtir pour le Gazaoui. Et Israël ne dit rien. Quelles sont les conditions pour bâtir? Qu'ils n'ont pas de réfugiés, pas d'UNRWA, pas de retour. Le palestinisme reste sur ces trois idées. Le réfugié, retour, UNRWA. Si on leur prive de ces trois sujets, le palestinisme n'existe plus et les Palestiniens n'existent plus en tant que tels. Ils n'ont plus de raison d'être. C'est vrai, ils auront des Arabes qui ne sont pas obsédés avec la destruction d'Israël. Et après, ils peuvent avoir une vision positive. Le tragédie, c'est les Palestiniens, nous, personne ne sait ce qu'ils veulent quand ils ne veulent pas détruire l'État d'Israël. Oui. Alors, quand ils auront une vision positive, ils peuvent faire quelque chose, mais avant, il faut détruire la vision négative. Alors, pour essayer d'influer, il faut rentrer en politique et revenir peut-être même à la Knesset. Votre parti, Oz, il a l'intention de se présenter aux prochaines élections. Vous avez l'intention ou alors peut-être même de fusionner avec un autre parti pour rentrer à la prochaine Knesset et essayer de faire passer vos idées? On va voir le 7 septembre la date pour donner les listes électorales de Knesset. Moi, je continue avec Oz, avec les idées tous les jours. Il y a toujours des conférences, des débats. Je continue. Si avant le 7 septembre, je vois que je n'ai pas assez de gens qui soutiennent Oz pour être seul, je vais joindre avec les autres. Alors, les autres, ça veut dire, par exemple, vous pourriez rejoindre le parti de Yair Golan? Non, avec eux, ils font le primaire, mais en général, je préfère de joindre avec de nouveaux, avec des gens qui vont changer la politique, mais on va voir. Pour maintenant, je continue avec Oz seul. Alors, je voulais mentionner, votre ouvrage, il est sorti en français, donc, comme je le disais, et mercredi, vous serez au boulevard Rothschild, voilà, on le voit en français, La paix, pas maintenant, aux éditions C'est la Meir, c'est cela, et donc vous allez le distribuer, vous ne voulez pas le vendre, je pense, d'après ce que j'ai compris, vous allez le distribuer à tous ceux qui voudraient lire et mieux comprendre votre message, qui est un message, on va dire, relativement
important dans la société israélienne, de par le fait que d'une certaine manière, vous réclamiez vous-même, on va dire, de l'idéologie de la gauche israélienne traditionnelle, si l'on peut dire, le Mapai historique presque. Voilà, c'est ça, le Mapai historique. Et c'est pas tout à fait le cas de Yair Golan. On en parlait tout à l'heure avec notre précédent invité. Mais effectivement, donc, si vous êtes mercredi sur le boulevard Rothschild et vous distribuez votre livre en ivrite et en français ou en français uniquement, c'est cela? En français aussi, en hébreu, au café Maison Kaiser, près de l'Institut français. Je serai là de 11h à 13h pour aussi faire des dédicaces pour les livres, oui, et distribuer les livres. La seule chose, si quelqu'un apprend un livre, il faut le lire. Il faut le lire, voilà, effectivement, c'est important et c'est très intéressant de le lire, bien entendu. Et ceux qui veulent avoir plus de détails et en savoir un petit peu plus sur vous-même, je leur suggère de téléphoner, prendre contact avec Dorit au numéro suivant 054 451 16 76. Merci beaucoup, Einat Wilf, docteur Einat Wilf, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et bonne tzlacha dans votre démarche. Merci. Merci à vous.